Écoutez, merci déjà pour l'invitation. Et je vais commencer par moi, même si c'est pas très très poli. Mais donc moi, je suis Cécile Boss, je suis responsable des langues et de l'international à l'ENA. Cela signifie que je coordonne l'enseignement des langues étrangères à l'école, mais surtout que j'assure la coordination des scolarités des élèves internationaux, et également un accompagnement pédagogique tout au long de leur formation. Je suis également professeure de français langue étrangère. Maintenant, ça fait depuis un petit bout de temps que je suis à l'ENA, mais auparavant, j'ai eu l'occasion d'enseigner le français langue étrangère au Conseil de l'Europe, à l'université. J'ai pu aussi partir à l'étranger. J'ai habité de nombreuses années en Allemagne, puisque j'ai passé mon baccalauréat à Freiburg. Et donc, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu qui sont les élèves internationaux. Il faut savoir que ce sont des fonctionnaires d'administration publique étrangère. Donc, ce ne sont pas uniquement des étudiants, ce sont des élèves qui sont déjà en poste dans leur pays et qui, à un moment dans leur parcours professionnel, choisissent de faire un peu ce que nous, on appellerait la formation continue, mais choisissent de suivre une formation à l'école, et donc, ils vont être sélectionnés au sein des ambassades par un comité aussi de sélection qui est présidé par le directeur de l'école, et ils vont faire partie intégrante de la formation avec les élèves français. Voilà, ceux qu'on appelle les énarques, en tout cas pour l'instant. Et donc, ils suivent une formation qui va durer 13 à 14 mois, parce qu'à la fois, ils suivent des enseignements avec les Français, mais en parallèle, ils effectuent également un master en partenariat avec une université. Donc, ça peut être l'université de Strasbourg, comme l'université Panthéon-Sorbonne. Et donc, pendant 14 mois, ils vont être avec les élèves français et suivre les mêmes enseignements qu'eux. Donc, cela nécessite qu'ils maîtrisent parfaitement la langue française, puisque voilà, ils sont avec les élèves français qui ont passé le concours. Et il faut savoir que ces élèves-là, à l'issue de la scolarité à l'école, souvent changent de poste ou alors tout simplement aspirent à une nouvelle carrière. Alors, je vais vous présenter les trois élèves qui se sont gentiment proposés alors que nous commençons une semaine d'épreuves. Donc, ils ont dégagé un petit peu de temps pour préparer leur présentation. Alors, je commence par Lucas, puisque c'est lui qui interviendra en premier. Donc, il faut savoir que Lucas a travaillé dans un think tank, European Policy Center à Bruxelles. Il est diplômé de Sciences Po et de la Freie Universität Berlin. Il est passionné par les relations franco-allemandes et l'intégration européenne. Donc, à la sortie de l'ENA, il envisage principalement une carrière dans les institutions européennes. Ensuite, Rose. Donc, Rose est diplomate néerlandaise et elle a travaillé dans la promotion des importations en provenance des pays en voie de développement. Donc, elle a travaillé au sein d'une agence, au sein du ministère des Affaires étrangères. Elle a travaillé également comme rédactrice, chargée des négociations multilatérales à l'Organisation mondiale du commerce, toujours au ministère des Affaires étrangères. Et à l'issue de l'ENA, elle occupera un poste en tant que première conseillère en affaires politiques à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris. Ensuite, pour terminer, nous avons Philippe. Donc, je commence à m'inquiéter parce que je vois qu'il n'est toujours pas connecté. Mais Philippe, en tout cas, est diplomate britannique. Il a commencé sa carrière gouvernementale au ministère de l'Environnement. Il a travaillé plusieurs années pour le United Kingdom Trade and Investment, l'équivalent du Business France. Il a également vécu en Espagne, en Russie, au Vietnam et en Suisse en tant que diplomate. Et ces 5 dernières années, il a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères. Et je pense qu'à l'issue de la formation à l'école, il occupera un poste soit à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris ou à Bruxelles, ou peut-être qu'il retournera à Londres. Voilà. Donc je vois que Philippe a des soucis de connexion. Très bien.
Merci Rose. Donc voilà, donc les trois élèves internationaux vont vous présenter chacun voilà, une particularité qui est en lien avec l'innovation. Donc Lucas commencera par la Fraunhofer Gesellschaft, qui est un moteur de l'innovation allemande. Rose parlera de la mode qui prend en compte le développement durable aux Pays-Bas, et Philippe parlera du trajet environnemental au Royaume-Uni. Donc voilà, donc sans plus tarder, je pense que je peux laisser maintenant les trois élèves s'exprimer. Eh bien, merci beaucoup Cécile et merci pour l'invitation. Juste pour être sûr, vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Je suis ravi de commencer ce petit voyage à travers l'Europe et à travers nos écosystèmes respectifs. Je vais commencer donc par l'écosystème allemand de l'innovation. J'ai essayé de trouver un acteur assez représentatif finalement de cet écosystème, qui est la Fraunhofer Gesellschaft, donc la société Fraunhofer, qui est souvent caractéristique pour ce système d'innovation et qui a même inspiré certains d'autres systèmes d'innovation, comme par exemple le réseau Carnot en France, qui a été créé en 2005. Je vais commencer cette présentation par vous donner quelques caractéristiques donc, de ces instituts Fraunhofer qui ont été créés en 1949 en Allemagne, donc dans un contexte de la Deuxième Guerre mondiale, où l'industrie allemande était finalement à terre et aussi la recherche allemande. Donc, le but initial finalement de ces instituts Fraunhofer, c'était de recréer toute une recherche autour des industries allemandes. Aujourd'hui, il existe 75 instituts Fraunhofer dans toute l'Allemagne. Ça, c'est assez particulier parce que chaque institut a sa propre spécialisation. Donc, pour vous donner un exemple, à Jena, par exemple, dans l'est de l'Allemagne, il y a un centre de Fraunhofer qui est spécialisé dans l'optique. Au nord de l'Allemagne, il y a un institut Fraunhofer à Bremerhaven qui est spécialisé dans tout ce qui est moteur des éoliens. Donc, c'est un système assez particulier et souvent, ce qui est mis avant dans la littérature, c'est surtout son financement qui est assez intéressant. On parle souvent de ces 2 tiers de financement privé, c'est-à-dire que des PME et des industries, ils financent à 2 tiers tout ce qui est recherche des instituts Fraunhofer et seulement un tiers est financé par l'État fédéral et aussi les Länder. C'est donc un modèle assez intéressant et ça montre clairement que ce sont surtout les entreprises qui rapprochent donc ces centres de recherche qui demandent des recherches dans un secteur particulier qui visent des innovations dans un secteur précis. La plupart des instituts Fraunhofer sont rattachés à des universités, ce qui fait que souvent, il y a vraiment des infrastructures partagées et aussi le recrutement, il est facilité puisque les instituts Fraunhofer recrutent souvent les doctorants et aussi des chercheurs des universités. Je vais y revenir encore après. Donc, on peut réellement parler finalement d'un pont entre les différentes sphères. Tout d'abord la sphère académique, donc la sphère des universités où la plupart des instituts Fraunhofer sont rattachés, la sphère économique, donc les entreprises ou les industries qui financent la recherche, et on pourrait aussi ajouter encore une troisième sphère, la sphère étatique, l'État qui a aussi un intérêt, qui a de l'innovation, qui a des industries qui se développent, qui s'adaptent aussi au développement économique. Une particularité que je n'ai pas encore mentionnée, c'est que le réseau Fraunhofer est vraiment la recherche appliquée. Vous connaissez certainement d'autres instituts de recherche en Allemagne, par exemple la Max Planck Gesellschaft ou le Helmholtz Institut, qui sont plus des instituts de recherche de base, de recherche universitaire. Et le Fraunhofer Institut se distingue de ça parce qu'ils sont vraiment dans la recherche appliquée qui vise donc à créer des réels produits qui peuvent
transformer aussi des industries ou des entreprises. Comme j'ai déjà dit en introduction, c'est que finalement, ces instituts Fraunhofer sont très imprégnés finalement dans cet écosystème allemand de l'innovation qui se caractérise, vous les connaissez sûrement, ces caractéristiques, une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et les instituts Fraunhofer en profitent en premier parce qu'ils sont un employeur très prisé par des chercheurs qui sortent de l'université et souvent aussi des doctorants qui choisissent de faire des doctorats donc, au sein des instituts Fraunhofer. Ensuite, un système dual de formation professionnelle. Ça évoque souvent ce système d'apprentissage en Allemagne, mais on peut également parler d'un système dual dans le sens que les chercheurs ou doctorants sont en fait attachés à une université mais travaillent en même temps dans les instituts Fraunhofer. Ils sont souvent déjà chargés de projets en tant que doctorants. Ils ont donc déjà une responsabilité assez importante pour des projets qui durent souvent pas plus que 1 ou 2 ans. Troisième point qui est très caractéristique pour l'industrie allemande ou l'économie allemande, c'est le fameux Mittelstand, donc les petites et moyennes entreprises qui sont très importantes pour tout ce qui est exportation. Et en lien avec les instituts Fraunhofer, ce sont eux finalement qui cherchent le plus à financer ces instituts parce qu'ils peuvent aussi développer ou innover leurs produits dans ces instituts. Et la dernière chose que je voulais évoquer ici, c'est finalement aussi son organisation qui est très décentralisée. J'ai ajouté une carte avec tous les instituts Fraunhofer qui existent aujourd'hui en Allemagne. Souvent, en Allemagne, on a souvent ce problème, toujours 30 ans après la réunification, d'avoir toujours un petit clivage entre l'Est et l'Ouest. Mais c'est vrai que pour les instituts Fraunhofer, c'est finalement une carte assez équilibrée. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'instituts qui ont été créés aussi dans l'Est, dans l'ex-RDA, et qui sont aujourd'hui, qui font également partie de ce réseau. J'arrive à mon dernier point déjà, les technologies de pointe qui sont au cœur aussi de l'engagement de la société Fraunhofer. Il est assez difficile de réduire l'Institut Fraunhofer à certaines industries ou certaines technologies précises. Comme j'ai déjà évoqué, il y a plus que 70 centres de Fraunhofer qui sont tous spécialisés sur une technologie. Donc, on ne peut pas réduire ce réseau sur, par exemple, les batteries ou sur l'optique. C'est vraiment très, très large. Il y a eu des innovations majeures, par exemple, dans le secteur audiovisuel. Ça, c'est un peu la fierté de parler, par exemple, du système de stockage MP3 qui a été créé au sein des instituts Fraunhofer. Mais finalement, les missions les missions des instituts Fraunhofer sont très axées aussi sur la demande des clients, c'est-à-dire les entreprises qui cherchent une innovation sur un certain produit ou sur une certaine industrie. Après, évidemment, vous connaissez la structure de l'économie allemande qui est très basée sur l'industrie automobile. Donc, il y a aussi un soutien très fort de cette industrie automobile qui vise donc aussi à renforcer ou améliorer les technologies dans ce secteur, même s'il faut clairement dire que l'Allemagne a eu un petit retard, notamment pour les batteries. C'est seulement dans les 2-3 dernières années que les instituts Fraunhofer sont aussi impliqués dans cette recherche sur les batteries, qui est vraiment la technologie la plus importante finalement au sein du secteur automobile. Après, j'ai trouvé sur le site internet de l'Institut Fraunhofer un exemple très récent d'une innovation que je trouvais assez drôle. Il s'agit d'un robot aquatique qui vise à remplacer notamment les superviseurs dans les piscines municipales où il y a un grand problème de recrutement de superviseurs. Donc, ce système permet donc d'automatiser, robotiser finalement la sauvetage des personnes en naufrage dans la mer, mais aussi dans les piscines. Mais chaque année, il y a plus que 600 brevets qui sont déclarés par les instituts Fraunhofer. J'arrive déjà à ma conclusion. Donc, j'ai parlé surtout des avantages ou des atouts
de ces instituts Fraunhofer, mais il faut également parler aussi des limites finalement de ce système-là. La première chose que j'ai déjà évoquée un peu sur les batteries, c'est un problème, je pense, plus général que le financement, comme il est majoritairement des industries ou des entreprises. Il y a une tendance à surtout investir dans les industries et technologies qui existent déjà et donc de ne pas investir dans des nouveaux secteurs qui pourraient émerger dans le futur. Ça, c'est la première critique qui est faite aussi dans la littérature. Le deuxième point qui peut aussi être vu comme un avantage, finalement, c'est la compétition entre les instituts Fraunhofer et les universités. Parce qu'il y a parfois des instituts Fraunhofer qui ont des centres de recherche très, très similaires, ce qui fait qu'ils parfois ils postulent pour les mêmes appels d'offres des entreprises, mais on peut clairement dire que ces instituts Fraunhofer ont pu développer un avantage vraiment comparatif plus important que les universités, ce qui a aussi mené à une certaine érosion de la recherche universitaire. Et finalement, ça c'est la plus grande critique qui est généralement faite, c'est qu'il s'agit d'une recherche vraiment averse au risque, des horizons temporels assez courts, c'est-à-dire des projets de 1 ou 2 ans, où une entreprise ou une PME veut innover sur un certain produit, mais il ne s'agit pas des technologies vraiment disruptives à l'américaine où on a vraiment des grands investissements sur un secteur. Il s'agit plutôt d'un soutien ou des investissements ponctuels sur des produits, ce qui a mené aussi à l'État fédéral à créer une agence fédérale qui est juste dédiée aux innovations radicales, aux industries disruptives qui étaient vraiment créées à l'exemple aussi de l'exemple américain de la DARPA américain qui donc fait des investissements aussi avec des montants plus importants. Voilà, je suis déjà à la fin et je passe la parole à Rose-Marine. Je te laisse aussi partager ton écran, Rose. Merci à vous, Lucas. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. D'accord. Moi, je ne vois pas. Alors, ça, c'est un petit souci. Mais je vais y arriver. Oui, voilà. C'est toujours bien pour vous? Oui, c'est bon pour nous. Ok, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Lucas, merci Cécile, merci à l'Université de Lille de l'invitation. On m'a demandé de partager avec vous quelques expériences des Pays-Bas sur le plan innovation pour faire face aux défis qui se présentent dans nos sociétés. Je n'ai pas choisi de sujet que vous attendez peut-être de moi. Les digues, l'eau, tout ça, j'ai mis à l'écart parce que je me suis dit pourquoi pas, on change un peu aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de la mode durable. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la mode durable, l'industrie de la mode et des textiles est un secteur mondialisé qui est parmi les plus polluantes du monde. C'est juste après le secteur pétrolier que la mode est mentionnée et c'est peut-être à cause du fait qu'il y a une multitude de défis qui se présentent dans la chaîne d'approvisionnement des produits. C'est non seulement des problèmes écologiques et sociaux, mais aussi des problèmes en général de la consommation extrême qui font que on a de grands problèmes aujourd'hui en fait. En même temps, il faut dire que c'est un des secteurs les plus dynamiques au monde, employant près de 300 millions de salariés, qui a une valeur d'environ 1300 milliards de dollars. On voit souvent dans les journaux de petits ou des grands drames qui se présentent dans ce secteur.
Je pense que tout le monde se souvient de l'effondrement de l'usine Rana Plaza en 2013 en Bangladesh, qui a déclenché une vraie prise de conscience parmi les entreprises, les consommateurs, mais aussi les gouvernements pour les conditions de travail dans certains pays en voie de développement. Il me semble que le consommateur n'est pas toujours très perturbé par ce genre d'événements, ou pas suffisamment, parce que les citoyens européens ont acheté encore 6,4 millions de tonnes de nouveaux vêtements par an en 2015. Et ça, c'est une croissance de 40% depuis 1996. Alors, c'est vraiment à la hausse. C'est intéressant de savoir que moins 10% de nos vêtements ont été utilisés moins d'une année. Alors, c'est vrai que on achète plus, on utilise peut-être moins par vêtement. Et c'est aussi à cause de la qualité qui est dégradée par rapport à il y a 20 ans. D'un point de vue écologique, il faut savoir que le secteur du textile de la mode mondiale est responsable de la consommation de 79 milliards de mètres cubes d'eau et de 1715 millions de tonnes de CO2 et de 92 millions de tonnes de déchets. Je sais que vous n'allez pas retenir ce chiffre, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas faire une dépression, néanmoins, parce qu'il y a des choses à faire et c'est l'innovation qui joue un rôle clé dans cette démarche. C'est vrai que les Pays-Bas, en général, ont d'habitude une approche innovatrice au problème. Et pour nous, du coup, l'innovation est aussi un levier indispensable pour la réduction de l'empreinte écologique du secteur textile. Et c'est pour ça que je focalise sur cet aspect dans cette présentation. Aux Pays-Bas, on a des instituts de recherche, notamment à Wageningen et à Enschede, des villes dans lesquelles on a eu des grands secteurs de producteurs de textiles auparavant, mais où il y a encore cette connaissance et ces compétences pour faire de la recherche. Il n'y a plus de secteur textile, très peu. Et dans ces instituts, on focalise sur le recyclage de textiles et des technologies pour améliorer ça et pour développer de nouveaux matériaux. C'est par exemple des textiles alternatifs qui facilitent le recyclage. Comme j'ai dit avant, le recyclage est parfois compliqué parce que justement la qualité des tissus est trop basse. Ou par exemple, un t-shirt consiste en plusieurs textiles qui sont difficiles à trier. Alors ça vaut le coup de rechercher s'il y a des textiles qui peut-être sont plus faciles à recycler. Un autre axe, c'est la recherche sur des matériaux permettant de faire une teinte de fibres textiles sans usage de produits chimiques. Une grande source normalement de pollution, surtout dans les pays en voie de développement. Et troisième lieu, le développement de nouveaux matériaux produits à partir de cultures ayant moins d'impact sur l'environnement. J'ai deux exemples. Il y a le projet Bio2High-Tex qui a visé, je dois dire, à développer des textiles à la base du lin et du chanvre. Ils ont abouti et ils cherchent à enregistrer le brevet à ce moment-là. Et Milium, c'est un textile à la base des champignons que vous voyez sur le petit image à droite, ce qui est très drôle de découvrir, je crois. Et il y a plein de petites entreprises qui utilisent ce Milium pour faire leurs produits. C'est juste qu'on ne voit pas ça, on n'est pas encore à ce stade où on voit ça partout dans les magasins, mais je vous promets, ça va venir. Et on voit aussi dans l'industrie de plus en plus qu'il y a une prise de conscience et une importance grandissante à la durabilité des produits. Bien sûr, comme en France, on a des grands magasins comme le Bijenkorf et Hema, que vous avez aussi d'ailleurs aussi. On est très fiers de ça. Ils proposent de plus en plus des gammes de produits durables qui correspondent vraiment aux attentes des consommateurs. Je voudrais vous
faire 3 exemples un peu novateurs que j'ai pu trouver. C'est surtout des exemples de coopération entre les entreprises ou multi-stakeholders, si vous voulez, entre entreprises, gouvernements et instituts de recherche. Et le premier, c'est le projet de recherche FiberSort par le consortium Textiles for Textiles, qui travaille sur le projet depuis 2008. C'est un consortium des entreprises de recyclage qui ont travaillé ensemble et qui sont aujourd'hui capables de trier les textiles en 45 catégories en fonction de leur composition, de la structure et la couleur de leurs fibres. Et c'est révolutionnaire vraiment de le faire sur une échelle industrielle parce que justement, s'il y a 3% d'élastane, 16% de polyestre, 20% de coton, etc., vous pouvez vous imaginer que c'est très dur de trier ça. Une autre initiative, c'est Text Plus. Ça, c'est une initiative qui a lieu à Enschede et les environs. Enschede, c'est une vieille ville textile. Et dans cette ville, auparavant, il travaillait à la base de coton. Et aujourd'hui, ils essayent de rallier leurs ressources et de travailler sur le coton recyclé. Et vu que le fait qu'après le recyclage, normalement, le produit qui est récupéré est de qualité inférieure, ils essayent de créer des technologies pour faire en sorte qu'ils peuvent garantir la haute qualité d'un produit. Un autre exemple, c'est Fruit Leather à Rotterdam, qui propose du cuir à la base des restes de peaux de fruits. Vous voyez des chaussures à droite. Moi, je pense que c'est vraiment dans un stade très préliminaire. Il y a pas, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont des chaussures en peau de mangue, mais c'est prometteur comme initiative. Un problème que les Pays-Bas ont parfois, ou surtout des entreprises qui viennent des Pays-Bas, qu'ils manquent le pouvoir de marché pour engendrer un vrai changement. Et vous voyez très bien qu'ayant 16 millions d'habitants, le marché est trop restreint et insuffisamment mature pour assurer des débouchés stables aux entreprises. Et à l'international, on voit qu'on a des marques qui sont moins connues que, par exemple, un pays comme la France ou l'Italie. Et c'est pour ça qu'on a cherché la coopération avec la France, parce qu'en fait, on est des grands partenaires et il y a 20 ans, on ne s'est peut-être pas suffisamment rendu compte, mais on voit qu'il y a de plus en plus de coopération sur de divers champs de travail. C'est pour ça qu'il y a eu cette initiative de l'ambassade des Pays-Bas en France et l'ambassade française aux Pays-Bas d'organiser la conférence Erasme Descartes, qui est une conférence annuelle, mais qui a porté cette année, en 2020, sur la mode durable et les matériaux durables. À la quotidienne, les ambassades de deux côtés, ils font du matchmaking pour faire rencontrer, pour faire des liens entre les entreprises françaises et néerlandaises. Et il y a aussi une initiative à Amsterdam qui s'appelle Fashion for Good, qui travaille avec les grandes maisons de couture françaises, LVMH et Kering, pour donner un coup de main en fait, aux petites startups sur la mode durable et pour faire en sorte qu'ils peuvent profiter de leur réseau, de leurs compétences, de leurs connaissances dans le secteur pour les faire développer. Merci. Philippe, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots à votre tour. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Je suis bien connecté. Vous pouvez m'entendre? J'entends très bien. Oui, merci bien. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà un trajet
environnementale au Royaume-Uni. Merci à Rose et à Lucas. Je vais parler pendant quelques minutes au sujet des changements que nous avons expérimentés les dernières 200 années liés au environnement et au écosystème au Royaume-Uni. Faire face aux problèmes environnementaux n'a rien de nouveau. Ne les cause pas non plus. La Grande-Bretagne a mené la révolution industrielle à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Cela a vu une énorme mécanisation, une croissance sans précédent et le début de problèmes liés à l'environnement. Jusqu'à récemment, le manuel standard unique pour la langue anglaise dans les écoles à travers la Chine commençait par la phrase « Londres est une ville brumeuse ». Beaucoup de gens de Chine et d'ailleurs ont l'impression que les villes britanniques sont brumeuses. Dans une certaine mesure, cependant, c'était vrai. En raison de la forte présence de l'industrie pendant 150 ans, les niveaux de pollution que les gens ont connus étaient choquants par rapport aux normes d'aujourd'hui. Excuse-moi. Cette dernière phrase est importante selon les normes d'aujourd'hui. Lorsque les industries ont été créées et développées, le processus a pris du temps. Ils ne sont pas passés de l'absence de gaz polluants un mois à une pollution à grande échelle le suivant. Le développement s'est fait dans le temps. Les gens se sont habitués au changement au fur et à mesure qu'ils se développent. Les générations futures nées dans une zone industrialisée n'avaient pas l'expérience de leur ville natale avant le développement de l'industrie. Ils ont accepté la façon dont les choses étaient normales. Un environnement pollué était considéré comme le prix nécessaire à payer pour la croissance industrielle. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens sont devenus plus conscients de la qualité de l'air et des effets négatifs de la pollution sur la santé humaine. Les citoyens ont commencé à exiger des actions et les politiciens ont répondu. Des lois du Parlement britannique, les actes pour l'air propre, the Clean Air Act, ont été adoptés dans les années 1950 pour lutter contre un air particulièrement pauvre, appelé smog, un nom créé par les journaux de l'époque pour décrire le mélange du smoke, fumée, et de fog, brouillard. Ces photos montrent Londres dans les années 50. Vous pouvez peut-être penser que les masques faciaux en Europe occidentale étaient une nouveauté. Voilà un policier au centre de Londres. Cette photo s'agit de Trafalgar Square, en plein centre de Londres, considéré comme le point central en 1952. Celui-ci s'agit d'un point de rencontre au centre du quartier des divertissements, Piccadilly Circus, l'équivalent britannique du Times Square de New York. Je connais qu'en ce moment, nous avons les championnats de football. C'était un match de football dans le nord de Londres, au club de football d'Arsenal. On s'attend à ce que le gardien de but repère le ballon qui arrive, ce qui n'est pas une chose facile avec le brouillard. Et la mauvaise qualité de l'air s'est poursuivie jusqu'au début des années 1960. Rencontrer The Beatles. Une prise de conscience accrue des impacts environnementaux de la santé, de l'espérance de vie et de la qualité de vie
s'est accru au cours des années 1960 et 1970 et jusque dans les années 1980. Il en va de même des politiques et législations gouvernementales conçues pour rendre les écosystèmes dans lesquels nous vivons et nous déplaçons moins malsains et plus agréables. Les années 1980 ont été une période de forte croissance pour l'économie et aussi pour le niveau de vie. C'était aussi une période de connaissance et de découverte accrue et de prise de conscience croissante que la Terre pourrait changer dans sa température globale. Le Royaume-Uni a mené l'industrialisation. Ce fut également le premier grand pays développé à reconnaître le changement climatique dans la politique gouvernementale. Le document This Common Inheritance, Britain's Environmental Strategy, cet héritage commun, la stratégie environnementale britannique, a été publié en septembre 1990. Un livre blanc du gouvernement exposait les défis de la dégradation de l'environnement et énumérait le changement climatique d'origine humaine comme une menace. Il a fixé des objectifs pour y répondre avec une exigence d'examen annuel qui ont été effectués tout au long des années 90 jusqu'à l'élaboration de la prochaine politique environnementale, A Better Quality of Life, a Strategy for Sustainable Development for the UK. Une meilleure qualité de vie, une stratégie de développement durable pour le Royaume-Uni sous le gouvernement prochain en mai 1999. Au cours des années 1990, le terme développement durable est devenu courant. La politique gouvernementale, à partir de ce point, exigeait que toutes les décisions prennent en compte les facteurs économiques, sociaux et environnementaux. Aucun d'entre eux ne pouvait plus être ignoré. C'était le début de l'intégration de la politique environnementale dans la prise de décision gouvernementale plus large. Ce qui a changé depuis, je dirais, vers l'an 2000, c'est que le développement durable, y compris la protection de l'environnement, est pris en compte dans les politiques gouvernementales, que ce soit au niveau national, infranational ou local. L'impact environnemental est pris en compte dans les décisions gouvernementales. C'est différent, cependant, de dire que la protection de l'environnement et les effets du changement climatique sont les facteurs les plus importants dans les décisions qui sont prises. Des décisions peuvent être et sont prises lorsque les avantages économiques ou sociaux l'emportent sur les facteurs environnementaux. Cependant, les organisations telles que les groupes de campagne et les membres du public peuvent contester en justice les politiques et décisions gouvernementales qui n'ont pas pris en compte les effets environnementaux. Je vous remercie.